Pendant la guerre de 39-45, on assiste successivement à la création de la Mission de France en 1941 et à celle de la Mission de Paris en 1944 par des évêques de France. Dans le même temps, par solidarité ou souci d'évangélisation, des prêtres, au nombre de 25, et des séminaristes, environ 3200, parfois encouragés par les évêques, partent dans les usines allemandes au titre du STO, service du travail obligatoire. Le Vatican avait pourtant demandé au maréchal Pétain que les séminaristes en soient exemptés. D'autres seront faits prisonniers, d'autres encore rejoindront le maquis, tel André de Pierre, maquis du Jura, en août 1943. À leur retour d'Allemagne, où ils ont connu les conditions de vie du travail en usine ou dans les camps, certains, conscients de la déchristianisation du monde ouvrier, selon l'expression employée dans les milieux progressistes catholiques, et influencés par le développement de la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, cherchent à se faire embaucher dans les usines françaises. Bâtiments, construction de barrages, autoroutes, en plein développement à la fin de la guerre. En 1947, ils sont une quarantaine à faire ce choix, en lien avec leurs évêques ou leurs supérieurs religieux. Leur objectif, être au plus près de la vie ouvrière, partager les solidarités vécues et confronter leur foi avec la réalité de cette nouvelle vie. France, pays de mission, ouvrage paru en 1942, à l'initiative du cardinal Suard, archevêque de Paris, est un document de référence. Au mois d'août 1953, 2 millions d'ouvriers se mettent en grève. Parmi les 85 prêtres ouvriers que l'on recense alors, beaucoup rejoignent leur lutte. Il en résulte de nombreux échanges entre les prêtres ouvriers et l'épiscopat français, puis entre Rome et les évêques de France. Les débats portent sur l'engagement politique et syndical des prêtres au travail. Le 1er mars 1954, Rome demande aux évêques français et aux supérieurs religieux de rappeler leurs prêtres ouvriers. C'est l'interdiction. Certains, le poing dans la poche, se plient à cette décision. Une moitié environ, cependant, décide de poursuivre cette nouvelle manière de vivre leur ministère de prêtres au travail en partageant les luttes avec les organisations syndicales, en particulier avec la CGT, et les espoirs de la classe ouvrière, selon le communiqué de presse signé par 73 prêtres ouvriers français. Des liens sont maintenus, pourtant, avec le Vatican. En 1960, Jean XXIII rencontre une délégation des prêtres ouvriers. En 1965, après le Concile Vatican II, l'Église catholique redonne la possibilité aux prêtres de choisir le travail salarié et d'exercer ainsi leur ministère. Les perspectives de renouveau de l'Église catholique, envisagées par le Concile, la participation des séminaristes à la guerre d'Algérie et l'évolution de la société civile après mai 68 en France provoquent le désir de nombreux prêtres, séminaristes ou religieux, de choisir le travail salarié en usine et la solidarité avec la classe ouvrière. De 80 à 150 à la fin des années 60,
Ils passeront à environ 800 dans les années 70. Les prêtres ouvriers cherchent à entrer dans les grandes entreprises sans formation ou après des stages à l'AFPA. Maçonnerie, électricité, peinture, carrosserie, métallurgie. On les retrouve donc dans le bâtiment, les transports, les travaux publics, les docks, divers grands chantiers, barrages, autoroutes ou sidérurgie. Ils ont quitté les presbytères pour des logements HLM ou dans des quartiers dits populaires. Ils sont souvent à 2 ou 3 et forment une équipe, ce qui est demandé par les autorités, qu'ils soient religieux ou prêtres diocésains. S'ils habitent seuls, ils se retrouvent régulièrement pour des moments d'échange, de prière, de célébration et autour d'un repas préparé pour l'occasion. Les religieux, dominicains, jésuites, franciscains, capucins, spiritains, fils de la charité, les membres de la mission de France, de la mission de Paris ou du Prado, ont des liens réguliers avec leurs communautés respectives. Les prêtres diocésains, qu'on appelle séculiers, sont en équipe d'échange et de partage. Ils ont parfois des liens avec leurs collègues des paroisses et plus particulièrement avec les aumôniers des mouvements d'action catholique ouvrière, la CO, de la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC. Ils participent au comité diocésain de la mission ouvrière, les CDMO. Ces comités de travail rassemblent des représentants de la JOC, de l'ACO, de l'ACE, l'Action catholique des enfants, du groupe de recherche en pastorale ouvrière, le GREPO, et des prêtres ouvriers. Ils sont en lien depuis quelques années avec les diacres en milieu ouvrier. Par ailleurs, certaines équipes de prêtres ouvriers accueillent des personnes, religieuses ou laïques, qui partagent des engagements semblables. Tous ont la possibilité de se retrouver au niveau régional, 3 week-ends par an. À titre d'exemple, dans le Grand Est, qui regroupe Bourgogne, Franche-Comté, Alsace et Lorraine. Chaque région délègue un de ses membres pour former l'équipe nationale, chargée de coordonner partage, réflexions et recherches entre les régions, et qui fait également le lien avec l'épiscopat. Tous ne sont pas célibataires. Certains vivent en couple et participent aux rencontres locales de travail et d'échange ou rencontres régionales. C'est le cas en particulier des régions Nord, Pas-de-Calais et Grand Est. Les veuves de prêtres ouvriers continuent naturellement de participer à ces rencontres. Jusque dans les années 1960, presque tous les prêtres ouvriers étaient syndiqués à la CGT, certains à FO ou à la CFTC. Mais, à partir de 1964, une partie des nouveaux prêtres ouvriers adhèrent à la CFDT qui vient de naître. S'ils souhaitent être des syndiqués de base, beaucoup deviennent délégués syndicaux, délégués du personnel, élus au comité d'entreprise, responsables syndicaux dans leur branche professionnelle, dans les unions locales interprofessionnelles et acceptent parfois des responsabilités au niveau national. Dans les années 50 et 60, beaucoup adhèrent au Parti communiste.
Par la suite, on en trouve au PSU, Parti socialiste unifié, au Parti socialiste et, plus récemment, chez les Verts ou au Front de gauche. Toujours préoccupé de rejoindre les ouvriers sur leur lieu de travail et dans les quartiers populaires, il contribue aux solidarités et aux luttes contre les injustices et pour la promotion individuelle et collective des salariés. Sur leur lieu de travail, dans leur quartier, ils prennent part à l'action syndicale et politique. On les rencontre aussi dans les associations d'aide aux travailleurs étrangers, aux migrants, aux sans-papiers, dans les associations de consommateurs, de locataires. On les croise également au mouvement de la paix, au secours populaire, au secours catholique. Outre ces engagements, ils conservent la volonté de confronter leurs convictions de foi avec la réalité ouvrière. Ils acceptent la remise en cause de leur façon d'être croyants et d'être prêtres, en lien souvent avec les équipes ACO de leur quartier ou secteur géographique, et aspirent enfin à montrer collectivement un autre visage de leur Église et une nouvelle manière d'être croyant. En plus de leurs rencontres en équipe ou rencontres régionales, les prêtres ouvriers français participent tous les 3 ans à une rencontre nationale. Ils éditent une revue trimestrielle, le Courrier PO. Organisés au niveau international, ils ont des rencontres régulières avec leurs homologues d'Allemagne, de Suisse, d'Italie, d'Angleterre, dont un prêtre anglican, d'Espagne, de Belgique. Une rencontre internationale a eu lieu à Strasbourg en 2001, regroupant 500 prêtres ouvriers de toute la planète, Europe, Asie, Amérique latine. Le journal L'Humanité du 15 juin 2001 s'en est fait l'écho. Lors de leurs rencontres importantes, ils aiment chanter ensemble l'Internationale ou le Chiffon rouge. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Il s'appelle André Perrault, mais on le surnomme Gus, et c'est avec lui que nous entrons dans l'histoire des prêtres ouvriers du diocèse de Belfort-Montbéliard, ces hommes d'église qui ont choisi de vivre leur ministère en bleu de travail plutôt qu'en soutane. Je ne m'attendais pas du tout au départ, lorsque j'ai été ordonné prêtre en 1957, à devenir prêtre ouvrier. Il a fallu un concours de circonstances ou un coup de main du Saint-Esprit, je ne sais pas trop, pour que l'évêque me nomme à Hérimoncourt, le berceau de la famille Peugeot. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un autre monde qui existait, le monde ouvrier. J'ai rencontré là des militants chrétiens, engagés aussi bien dans le domaine syndical que dans le domaine politique ou associatif. Alors ça m'a bousculé, et là j'ai fait connaissance de mouvements d'action catholique, et ça a été le point de départ de ce que je suis devenu aujourd'hui. Alors je dis que c'est l'Église qui porte la responsabilité de mon engagement comme prêtre ouvrier dans le cadre de la mission ouvrière. Les prêtres ouvriers du diocèse sont tous en retraite désormais, mais à 85 ans, André Perrault habite toujours en HLM comme ses collègues. Lui s'est retrouvé aux résidences de Belfort, fidèle à ses principes. La fidélité est une valeur cardinale chez les prêtres ouvriers. Les gens au milieu desquels nous vivons, en HLM, dans des quartiers populaires,
le peuple avec une diversité de tout ce que tu peux imaginer, en couleurs, en idéologie, en réflexion, en dureté, en très belles choses partagées entre locataires, parce qu'il n'y a pas que du négatif. C'est aussi un regard plein de confiance et d'espérance. Je dis combien il est important de redire cela et combien il est important encore aujourd'hui dans notre situation de prêtre ouvrier retraité, quel que soit notre âge, on a besoin encore aujourd'hui d'être encouragé et reconnu, au moins par notre Église, l'Église de Jésus-Christ. J'ai préparé 3 adultes au baptême. Il y avait une fille portugaise qui sortait de l'école d'ingénieur de l'UTBM, qui, quand on parlait de l'Église, disait « Moi, je suis de la petite Église » par rapport à la grande Église. Je ne sais pas ce qu'elle y mettait dedans, mais je devine un peu. Parce qu'elle sortait vraiment du monde populaire. Elle est devenue ingénieure, elle n'est plus ici. Bon, je dis, c'est des choses qu'on retient et qui nous disent qu'on n'a pas perdu le sens de notre vie. Aujourd'hui, nous revenons sur le parcours de Rémy Pourchet. Né au Fin dans le Haut-Doubs, une région plutôt rurale, il a été très jeune sensibilisé aux problèmes du monde ouvrier. Mon père travaillait dans une scierie, avait en 1943 syndiqué toute son usine à la CFTC. Étant gamin, je me souviens que je participais aussi aux réunions de l'entreprise, puisqu'elle se faisait au sein de ma famille. Et je me souviens encore d'une personne de l'ACI, d'une responsable de l'ACI, qui, lorsque je suis parti comme prêtre ouvrier, elle m'avait dit « Oh, monsieur l'abbé, n'allez pas là-bas, tout simplement, vous allez y perdre la foi. » Alors aujourd'hui, je peux dire qu'au contraire, ma foi elle est beaucoup plus active, vivante, qu'elle n'a pu être jusque-là. Dans les années 70, Rémy Pourchet est décolteur dans la sous-traitance automobile à Seloncourt. Quand l'usine est liquidée en 1981, les salariés poursuivent l'activité sous forme de SCOP. Il en devient alors le président. Il s'est aussi engagé à la CFDT et au Parti socialiste avant de travailler dans l'insertion. Je ne pouvais pas me faire aux injustices qu'on pouvait relever déjà à l'époque. Et c'est une des raisons, mais c'est ensuite l'Action catholique qui m'a conduit à être poussé à être prêtre ouvrier, c'est-à-dire à devenir dans tout ce qui nous fait vivre, donner, d'agir, d'espérer, de devenir. Dans l'Évangile, il y a « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, qu'ils l'aient en abondance ». C'est un peu ça le résumé de mon parcours. C'est le vétéran de la bande des prêtres ouvriers du diocèse de Belfort-Montbéliard, Alexis Sopital, 90 ans, surnommé Abraham. Sa vocation, elle s'est ancrée dans son enfance. Moi, j'ai toujours entendu chez moi parler de difficultés d'argent. Ayant le désir d'être prêtre très tôt, d'entrer au séminaire, je me rappelle toujours la difficulté chaque trimestre pour apporter la pension. J'avais rien. Et donc ça m'a marqué, ça m'a marqué. Et je me suis dit, si tu es prêtre, tu seras prêtre pour ceux qui éprouvent dans leur vie les difficultés de toutes sortes. Passé par le Prado, Alexis Sopital a exercé à Vaugecourt, l'un des secteurs les plus pauvres du pays de Montbéliard. C'est là, pendant la guerre d'Algérie, qu'il fait la rencontre de Mimouna, qui va bouleverser sa vie. Il m'a donné tout l'historique de la révolution algérienne du point de vue algérien. Je me suis dit, s'il te dit ça, en pleine guerre d'Algérie, c'est qu'il a une drôle de confiance en toi. Et je me rappelle lui avoir dit, quelle que soit l'issue du conflit, moi je voudrais qu'avec la population qui est sur mon territoire, sur le territoire, cette confiance, elle reste. Il m'a dit c'est possible, et donc c'est lui qui m'a mis après en rapport avec d'autres militants algériens, et ça m'a aidé à donner une parole de Dieu engagée, même dans une situation difficile où vivait notre pays. Alexis Sopital a ensuite déménagé à Lyon, où il a été conseiller du salarié,
aidant les personnes licenciées des petites entreprises. Mais je voudrais citer simplement un cas d'un ouvrier là, que j'ai accompagné, Mohamed, un Marocain, qui était à une année de sa retraite. Et le patron le licenciait parce qu'il disait « tu me coûtes trop cher, tu ne produis pas assez vite. Ton licenciement aussi va me coûter cher ». Et je me rappelle la seule réflexion qu'il a faite. Il a dit « chaque fois que vous passez sur les chantiers le matin, jamais vous dites bonjour, ça ne coûte rien, ça de dire bonjour ». Cet ouvrier-là, il me rappelle à moi-même la gratuité qui doit être dans mon ministère. Ça ne coûte rien, être ouvert à tous, passer son temps aux autres, ça ne coûte rien. Pour les prêtres ouvriers du diocèse de Belfort-Montbéliard, le travail en usine a conduit à chaque fois à prendre des responsabilités syndicales. C'est ce que nous allons vous raconter avec Gaby Amiotte-Suchet. Cariste pour les filatures d'Héricourt et de Betoncourt, il a accepté de devenir délégué du personnel sous l'étiquette de la CGT. On ne se propulse pas, on ne devient pas un personnage, on accepte simplement que les copains ou les copines avec qui on milite nous demandent un service que, en tant que célibataire, on a plus de facilité d'accomplir. Je me souviens de copains qui, quand on allait 3 jours à Paris pour les réunions, qui me disaient la veille, je ne l'ai encore pas dit à ma femme, parce qu'elle va me faire la gueule. Gaby Amiotte-Suchet conserve encore son regard critique issu de ses années de syndicalisme et de conseiller des prud'hommes. Quand on dit que le monde ouvrier n'existe plus, que pour les employeurs et pour les, disons, les patrons, en gros, il existe toujours, parce qu'ils cherchent à le démolir. Et c'est eux qui, au niveau de la mondialisation, s'en servent pour tout faire que les droits des travailleurs disparaissent. J'ai été 10 ans comme élu au prud'homme. Je m'aperçois aujourd'hui que cette institution qui est importante, qui permet à des copains de récupérer leurs droits, elle va disparaître. Parce que les patrons, ça les gêne. Ils sont mis sur le même plan que les employés. Ils ne sont pas au-dessus. Et ça les gêne de ne plus avoir le pouvoir. On retrouve la lutte des classes, mais vue du côté patronal, pas du côté revendication, comme on le trouvait, mettons, il y a une 50aine d'années. Il aime se définir comme un ouvrier prêtre. Louis Teknayan est né de parents arméniens et a grandi dans les quartiers nord de Belfort, au sein du monde ouvrier qu'il n'a jamais voulu quitter. On partage une condition humaine. La condition humaine est une lutte. Alors, il y a une lutte intérieure, spirituelle, il y a une lutte extérieure, une lutte pour plus de justice, plus de solidarité, pour sortir de l'individualisme et surtout de l'égoïsme, pour bien faire vivre avec les autres. C'est pas tout d'annoncer de la solidarité, c'est de la vivre avec et de vivre les conditions ouvrières, de vivre un licenciement avec les conséquences d'un licenciement qui te touche dans la chair et puis que tu es en communion avec les autres. Et on découvre comment on est tous de la même pâte, on est tous de la même chair. Et puis on rejoint des pages bibliques. Espérer au-delà de toute espérance, le TEC, c'est son surnom, a fait sienne ces paroles de l'ACO, l'Action catholique ouvrière, un message qu'il veut porter encore et encore. Le bonheur ne dure qu'un instant de la vie. C'est un instant fort de la vie. Et aujourd'hui, je dis à tout le monde que le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. Et je suis prêtre ouvrier, et aujourd'hui, à 82 ans et demi, 83 ans, c'est heureux de vivre passionnément cette vie, d'ouvrier au milieu des ouvriers, au milieu des gens, au milieu des voisins, et de vivre aussi dans cette église, et puis d'essayer une espérance quand même
au-delà des difficultés du monde d'aujourd'hui. Alors, Michel Bavrel, le dernier à prendre la parole autour de la table. Vous, officiellement, vous n'êtes pas prêtre ouvrier, Voilà. mais vous avez rejoint l'équipe. Oui, assez naturellement. Sur le tard, peut-être, mais j'avais tout pour être avec eux. Et, tout en restant dans l'église, comme par exemple aumônier du CCFD, et à un moment modérateur à Gromagny pendant une dizaine d'années. Et autrement, par mes engagements auprès du monde étranger, je me trouvais tout naturellement avec les amis. Là. Je voudrais simplement ajouter que Michel s'est rapproché de nous parce qu'il a aussi donné des cours d'alphabétisation dans la plupart des entreprises du bâtiment dans le secteur de Belfort-Montbéliard. Et il rencontrait là des travailleurs, je dirais presque de toute nationalité, qui ne parlaient pas français. Et il a passé énormément de jours et d'heures pour leur faciliter leur présence parmi les travailleurs français. Alors je crois que ça, c'est un élément, à mon avis, qui est important et ce qui a facilité sa venue avec nous, parmi nous.